Alors bonjour. Bon alors, de toute façon on peut pas commencer sans parler de Johnny, hein. C'est un peu obligé, c'est le passage obligé. Donc j'ai relevé les quelques vers qui font le plus écho à notre travail dans la philosophie de Johnny. C'est donc dans L'Envie, avec des paroles de Jean-Jacques Goldman. Comme on donne l'envie d'avoir envie qu'on allume ma vie. C'est un truc, en fait, compte. D'abord, c'est un homme lassé qui dit ça, qui est lassé par la vie et qui a envie de retrouver goût à la vie. D'abord, c'est quand même le coup de pied au cul qu'on doit se donner tous les matins en se levant et en essayant de ne pas être lassé et de retrouver l'envie. Ensuite, moi, si je cite ça, c'est parce que c'est un truc, c'est des vers que je me suis répété relativement régulièrement pour moi-même, mais aussi parce que finalement, c'est notre fonction aujourd'hui vis-à-vis des gens, c'est de leur redonner l'envie d'avoir envie et d'allumer leur vie. Et je le dirais, enfin, je dis encore plus vis-à-vis des jeunes, de nos gamins. Quand je me souviens par exemple à être passé après la campagne électorale, donc ça remonte à quelques mois, mais à Abbeville, sur une place dans les Tours de l'Espérance, et je voyais des gamins qui étaient là, qui étaient en déshérence, qui savaient pas trop ce qu'ils allaient foutre de leur vie. Il y en avait un qui disait qu'il aimait bien réparer des mobylettes, mais qui n'avait pas de local pour réparer, pour faire son... Et c'est comment on trouve le moyen d'allumer quelque chose dans le cœur de nos gamins. Je pense que si nos mômes ils sont accrochés à un truc, ils ont une passion, c'est ce que je souhaite pour les miens, et ben on arrivera à les sortir, à les sauver en un sens et à leur donner goût au reste. Mais s'il n'y a pas un endroit où ils sont fiers d'eux-mêmes, que ça soit faire des Mickey, que ça soit faire du karaoké, que ça soit être de la trompette, du football, mais il faut trouver un truc qui leur donne l'envie. Donc voilà. Après j'ai une anecdote, mais bon allez, tant pis, je passe l'anecdote parce que c'était un entraîneur dans un club de foot à Rimont-sur-Ancre. On avait des résultats absolument catastrophiques. Le gars, il avait convoqué toute l'équipe. C'était le président d'ailleurs. Ça faisait un peu cérémonieux. Dans le vestiaire, avant le match, le président arrive en compagnie de l'entraîneur, tout ça. Et il nous prend comme ça. On est assis sur les bancs et il nous fait « Bon, maintenant, les gars, je vais vous dire un truc. Il y a un truc qui vous manque. C'est l'envie. » Et là, il sort le dessous d'un boc de bière sur lequel il avait noté le mot d'ordre de son discours, quoi, tu vois. C'était marqué E-N-V-I. Bon, voilà, ça m'avait fait marrer, ça m'était resté en mémoire. Et j'avais pensé à Johnny au moment où il énonçait ce mot d'ordre du coach. Voilà. Bon, alors là, il y a eu une coupe dans le temps, ça se voit pas, mais j'ai filé aux questions au gouvernement et puis je suis revenu. La question au gouvernement qui a été posée pour la France Insoumise par Sabine Rubin, ça a été sur le SMIC. Là, parce qu'il y a une commission machin qui a dit que ça serait mieux que le SMIC qui soit pas indexé sur l'inflation, qui subisse pas la même évolution, parce que sinon, on imagine, ça nuit à la compétitivité des entreprises et blablabla et blablabla. Et la réponse de la ministre, Pénicaud, ça a été vaseux, quoi. Elle a dit que le SMIC, là, il allait augmenter. D'accord, mais elle répond pas si, sur le principe, ils vont remettre en cause l'indexation du salaire sur l'inflation. Il y a eu 2 questions là-dessus. Donc on peut les réécouter 2 fois. Elle refuse de répondre. Et quand on refuse de répondre à une question comme ça, je crains qu'on connaisse la réponse. Donc la volonté, en tout cas, il me semble, le risque, c'est qu'elle aille dans ce sens-là. Plusieurs remarques. La première chose, c'est que j'aimerais bien toujours l'amendement Vie ma vie. C'est-à-dire les gens qui énoncent que c'est pas la peine d'indexer le SMIC sur l'inflation, que ça soit les premiers qu'on fasse vivre au SMIC. Bon, je dois dire que j'essaye, moi. Je tape dans les réserves en vérité pour vivre avec mon SMIC de parlementaire alors que j'ai pas de loyer en plus. Enfin bon, donc je veux dire c'est compliqué pour les gens de vivre avec le SMIC et j'aimerais bien que j'écrive un papier là pour une intervention de demain avec une dame qui à Abbeville m'explique que en gaz et en électricité elle paye 64 € 95, tu vois, la précision, on connaît les chiffres derrière la virgule. Ça veut dire que les gens ils comptent. Je dis vos gamins, ils doivent savoir compter. À dire oui, c'est des champions en maths, il n'y a pas de problème parce que les comptes ils sont tenus comme ça. J'aimerais bien que ceux qui énoncent ça, ils aient à compter de la même manière avec quoi ils vont vivre. Et je pense, moi je disais tout à l'heure, on est allé au resto là avec Adrien pour une audition sur le burn-out. Je dis mais j'ai payé avec ma carte IRFM, ça fait partie de mes frais de mandat. Je dis putain, il me dit je te payerai la prochaine fois. Je dis qu'est-ce qu'on en affiche
parce qu'on a ce luxe-là, aujourd'hui, c'est de ne pas avoir à compter ça. Et c'est énorme. Et il faut mesurer ce que c'est comme luxe, de ne pas avoir à se poser des questions sur le train et machin. Les gens qui énoncent ces indications-là, ils n'ont pas à se poser la question de prendre un billet de train, de partir en vacances, de payer une licence de foot pour leurs gamins. Et ils appliquent ça à des gens qui, eux, ont à se poser ces questions-là. Donc on est vraiment dans un monde où ceux qui décident n'ont pas à subir leurs choix. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire qu'auparavant, il y avait quand même une indexation des salaires, pas seulement du SMIC, mais il y avait une indexation des salaires sur l'inflation jusqu'en 1983. Et donc, à la place de désindexer le SMIC, il est évident que le souhait qu'on devrait avoir, c'est d'indexer l'ensemble des salaires sur l'inflation. Parce que là, on nous dit qu'il y a une smicardisation de la société française. Parce qu'en gros, le SMIC, il lève parce qu'il est lié à l'inflation, mais comme les salaires du dessus, ils ne sont pas liés à l'inflation, eux, ils restent pareils. Et donc, il y a des gens qui sont ravalés par le SMIC. Et il y a deux solutions. Soit, oui, le SMIC, il est plus rattaché à l'inflation, soit on rattache tout le reste aussi à l'inflation. Et on fait monter tout le monde, tous les bas salaires, parce qu'à 1500 € net par mois, vous êtes encore un bas salaire. Je crois que le niveau moyen, il est de 1600 €. 1700 €, j'avais regardé ça, parce que le revenu médian, parce que j'aurais dû prendre le revenu médian, moi, à la place de prendre le SMIC. Bon, voilà. Donc, on pourrait lutter à l'inverse pour une indexation des salaires sur l'inflation, et pas seulement du SMIC. Voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est vachement classe à l'Assemblée de pouvoir faire passer des petits mots par huissier. Tu sais, tu écris ton petit courrier, tu lèves ton enveloppe à la place d'envoyer un SMS, et puis il y a un huissier qui vient et qui le porte. Bon, là, c'était à Barbara Pompili, la députée En Marche de Lot-Moitié d'Amiens, que je faisais passer un message par huissier. C'est quand même vachement classe. C'est comme des fois, on se retrouve à discuter de lutte sociale et tout ça, on regarde les dorures, on regarde le lustre sous nous, on se dit c'est pas possible qu'on soit en train de faire ça ici. Bon, enfin bon. Et donc c'était pour une lettre commune que on fait Barbara Pompili et moi, à l'intention de la directrice de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France à propos de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel. Et c'est pour dire que il y a un certain nombre de sujets, la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, la loi travail et tout ça, c'est pas la peine d'essayer de travailler avec la majorité. Je veux dire, il y a un conflit classe contre classe, pour ainsi dire. En revanche, des sujets comme celui-là, il est évident que de toute façon, moi je dois trouver le chemin que ça passe par des députés de la majorité, parce que si je veux faire avancer des thèmes, eh ben, il faut que ça soit repris par eux. On n'a pas la force dans cet hémicycle, évidemment, de porter ça. Donc il faut que je trouve des gens qui sont sensibles à cette question-là. La Barbara Pompili, après avoir visité l'hôpital psychiatrique, pour qu'on mène des batailles ensemble. Donc là, c'est le cas là-dessus, c'est le cas, tu sais, sur l'alimentation avec Richard Ramos du Modem, Zoom Keller pour le foot. Et donc voilà, donc là, on en adresse un courrier ensemble à l'ARS pour demander quoi? Pour demander une table ronde. Une table ronde qui rassemble les familles de patients, qui rassemble les soignants, les infirmiers, les psychiatres, qui rassemble la direction, qui rassemble l'agence régionale de santé, qui rassemble les élus locaux, qu'on se mette autour d'une table et qu'on se demande comment on sort la psychiatrie dans notre coin, dans la Somme, de ce pétrin. Voilà. Donc, et j'espère que des démarches communes nous rendront plus forts là-dessus. Sinon, on est allé distribuer le bouquin sur la psychiatrie lundi matin aux agents de l'hôpital. Et puis hier, on a fait toute une journée sur le burn-out. C'est connexe, hein, sur l'épuisement professionnel, afin de porter un projet de loi, une proposition, pardon, faut pas que je... dans la niche parlementaire du 1er février. Donc voilà un peu mon agenda. Alors, ensuite, eh ben, là, on fait un effort sur la lumière, parce qu'on a eu des reproches sur Facebook, comme quoi, vraiment, c'était dégueulasse l'image et tout ça. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de faire un effort sur la décoration. Où est-ce qu'elle est, la fiche de Bloom?
elle est là. Bon, d'abord, il faut qu'on achète de la pâte à fixe pour que ça tienne bien, parce qu'en fait, elle se décroche régulièrement. Mais je pense que ça serait pas mal si vous participiez à la décoration. Et donc, vous pouvez envoyer des cartes postales, vous pouvez envoyer des affiches militantes ou pas. Donc, c'est 126 rue de l'Université. 101 ? Ouais, non, mais moi je crois qu'on l'envoie au 126. Mon code postal c'est 126. Donc c'est François Ruffin, 126 rue de l'Université, 75 Assemblée nationale, 75 007 Paris, je crois. Donc si vous voulez nous envoyer des trucs qui nous serviront pour la déco, parce que c'est vrai qu'ici c'est un peu triste. Et puis voilà. Alors. Pour rentrer dans des choses sérieuses maintenant, quoique le reste ça a été peut-être un peu aussi. Super rencontre la semaine dernière, ici même. C'est l'un des trucs bien de députés, c'est que des fois pour courir après les gens bien, pour les avoir, eh ben, ça met du temps et tout ça. Et là, ils viennent à vous. Donc, j'ai rencontré là Bruno Dufayet. C'est un gars, c'est le président de la Fédération nationale bovine, je crois, donc qui est lié à la FNSEA et qui était déjà passé dans les états généraux de l'alimentation. J'avais cité à la tribune de l'Assemblée nationale, puisqu'il réclamait un nouveau contrat social entre les agriculteurs et les citoyens. Donc j'avais dit ça et j'avais dit voilà quelle agriculture vous voulez. Il nous demandait est-ce que vous voulez une agriculture extensive comme les Néo-Zélandais, ben on la fera, ou bien est-ce que vous voulez une agriculture familiale, on la fera, mais nous, vous les politiques, dites-nous ce que vous voulez. Et donc il est venu ici et ça a été une discussion vraiment passionnante. D'abord sur le terrain des prix, puisque en partant du cas de sa vache, lui il fait de la vache Salers, tu vois, et là ils sont pas dans le marché, ils ont des contrats directs avec l'industriel, avec les bouchers, et en fait ils établissent le coût de production au départ. C'est pas le marché qui décide du prix d'achat de la viande, c'est on établit le coût de production. Ben voilà, au kilo ou à la vache, c'est tant le coût de production, en incluant 2 SMIC pour l'agriculteur à l'intérieur, en incluant les frais d'alimentation pour la vache, bon, en incluant un certain nombre de trucs comme ça, mais il y a un institut qui détermine le coût de production, et c'est à partir de ce coût de production qu'on dit, bah voilà, les vaches, elles sont achetées tant. Donc c'est une inversion formidable. Là, le marché est exclu, on exclut le marché, on fixe un prix plancher qui est aussi un prix plafond. Donc on est dans des cours hyper régulés. Et donc c'est ça qu'ils souhaitent pour l'agriculture à l'avenir, c'est qu'on sorte du cours mondial et qu'on le raccroche au véritable coût de production en incluant un revenu pour les agriculteurs. Grosso modo, il dit 2 fois le SMIC, ça paraît honnête, et en effet, c'est un revenu qui paraît honnête. Et donc, là, je lui dis, heureusement que c'est vous qui préconisez ça, parce que si nous, on l'avait mis dans l'avenir en commun, on aurait été traité de soviétique, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un point d'appui intéressant de dire qu'on peut sortir du marché pour une partie de l'alimentation. Et ensuite, le deuxième point qui a été abordé avec lui, c'était comment on fait pour transformer l'agriculture d'un point de vue écologique. Et on a eu, donc lui, il a mené toute une démarche avec WWF, France Nature Environnement, Green Cross France, la Fondation Nicolas Hulot, et où ils ont... Alors qu'ils partaient chacun d'une posture au départ, à savoir côté environnementaliste, l'élevage c'est pas bien, et côté agriculteur on veut pas entendre parler d'écologie, et ben ils ont réussi en discutant, en faisant appel à un médiateur payé, à trouver des terrains d'entente et des chemins vers du progrès. Et de toute façon, enfin je veux dire, c'est absolument ce qu'il faut qu'on réussisse à faire de manière générale. Et pas rester campé sur des positions avec simplement des postures. Alors, je vais mettre l'entretien en ligne sur mon site, et puis aussi peut-être que Reporter y prendront. J'aimerais bien trouver peut-être une autre publication pour l'entretien avec Bruno Dufayet, mais c'était vraiment un bon moment de cette semaine, un moment où voilà, les gens, par leur pratique, viennent vous éclairer et éveiller votre intelligence. Donc voilà, j'espère que ça fera le même effet sur vous quand vous le lirez. Alors, une question qui pourrait se poser, c'est en quoi finalement rencontrer Bruno Dufayet et passer 1h30 avec lui, je dois être payé pour ça, parce que je suis payé comme parlementaire pour ça. Bon, moi je considère que avoir l'oreille de tout ce qui se passe dans la société, en bien et en mal, et ensuite dans mes prises de parole, pouvoir en tenir compte, je pense que c'est le cœur de mon rôle, de ma fonction. Donc si jamais, je veux dire, le temps passé avec les gens est un temps essentiel. Je suis heureux par exemple ce samedi après-midi, je vais aller avec Heyday, donc qui est un site au soleil levant à Abbeville, dans un quartier très populaire. On va aller rencontrer des familles de ses élèves. Bon bah pour moi c'est un temps essentiel, parce que si j'ai pas ça, si j'entends pas les gens,
je vais m'assécher et j'aurai plus rien à apporter dans ma parole, parce qu'il faut que ma parole elle soit forte de ça. Bon, alors ma passe d'armes et ma défaite de la semaine dernière, c'est sur les vaccins. Parce que moi, en l'état, je souhaitais qu'on attende pour aller vers l'extension de l'obligation vaccinale en passant de 3 à 11 vaccins. Parce qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse dans l'hémicycle. Je n'ai pas eu les éléments pour me positionner en mon âme et confiance, et je le dis en tant que père et en tant que parlementaire. Donc je vais lister ça, mais là où Véran était assez habile, c'est qu'il n'a pas répondu sur ce fond-là. Il a répondu sur le fait que j'étais absent le vendredi 27 octobre, c'est-à-dire lors de l'examen du projet de loi en première lecture. Et c'est vrai, j'étais absent. Toute la semaine, j'attendais l'examen de ce projet de loi, de cet article, et puis il était décalé, enfin voilà, ça avançait pas aussi vite que prévu. Et le vendredi 27 octobre, c'était pendant les vacances dans la Toussaint, c'était le jour des vacances que j'avais décidé de passer avec mes gamins. Et donc, on devait aller faire de l'archéologie avec mon fils et ma fille, et ça m'embêtait. Voilà, j'ai dû choisir, et puis j'ai choisi mes enfants. Donc, j'étais absent ce jour-là. Bon, voilà. Maintenant, ça note rien sur le fond. Moi, je pense que sur un débat comme ça, où on sait qu'il y a un scepticisme chez les Français, si on veut lever le scepticisme chez les Français, c'est pas juste en faisant que cette extension vaccinale soit un article au sein d'un débat budgétaire sur la sécurité sociale. Moi, je pense qu'il aurait fallu un projet de loi en soi sur l'extension de l'obligation vaccinale et que, à l'intérieur de ce projet de loi, il y ait au moins 8 articles, un correspondant à chacun des vaccins supplémentaires, et que pour chacune des maladies, on puisse examiner la nécessité d'étendre l'obligation vaccinale ou pas. Et c'est vrai que moi j'ai été stupéfait, alors je suis naïf toujours, mais j'ai été stupéfait, j'y croyais pas au début, que cette extension vaccinale, elle serait juste à l'intérieur du PLFSS, projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Je pensais que bon bah voilà, là on validait les comptes, on était ok ou pas sur les comptes, il y avait une enveloppe qui était prévue pour ça, mais je pensais qu'il y aurait un vrai débat sur cette question-là, et j'étais assez stupéfait qu'il n'y en ait pas. D'autant que donc il n'y a pas eu 8 articles sur les 8 maladies, mais les données qui nous ont été livrées à l'intérieur de l'hémicycle ont été d'une pauvreté affligeante. On a eu 2 faits dans la parole de Madame Buzyn, j'ai relevé 2 faits au-delà du discours, mais 70 à 80% des enfants reçoivent déjà ces vaccins. Voilà, c'était le premier fait. Deuxième fait, une dizaine de morts de la rougeole au cours des 4 dernières années, c'est trop. Une cinquantaine de morts de méningite, des jeunes âgés de 15 à 25 ans, c'est trop. Mais ça ne constituait pas pour moi un chiffrage sérieux, des éléments solides. Et dans la bouche de M. Véran, il n'y a pas eu davantage de statistiques qui nous ont été livrées. Et donc c'est pour ça que moi, je me refuse à voter cette extension alors qu'il n'y a quasiment aucune information fournie dans l'hémicycle. En commission des affaires sociales, puisque là, j'ai eu tout un dossier qui m'a été remis a posteriori par Caroline Fiat, qui l'avait reçu du rapporteur, Olivier Véran. Donc il n'y a pas eu davantage un examen approfondi maladie après maladie, c'est toujours ce que je réclame moi, hein, que maladie après maladie, sur les 8 rajoutés, on puisse avoir un débat. Il y a eu une table ronde qui s'est déroulée le jeudi 28 septembre de 14h à 16h, donc il y a eu 2 heures de table ronde sur les vaccins. Outre que c'est pas bien long, les témoins, les quelques députés présents, témoignent d'une grande confusion. Apparemment, il n'y avait pas de consensus parmi les professionnels de santé sur cette question. Par ailleurs, ces auditions n'étaient pas filmées, elles n'étaient pas ouvertes à la presse, et il y a, me dit-on, que 4 ou 5 parlementaires qui y auraient assisté. Pour un sujet de cette importance-là, il me semble qu'on n'est pas à la mesure, on n'est pas à la hauteur de ça. Voilà. Ensuite, le rapporteur, M. Véran, a dressé un dossier, je l'ai dit à Caroline, qui me l'a transmis, donc, où il y a un certain nombre de pages. Il y a un rapport dedans, le rapport pédagogique émis par Santé publique France concernant l'extension de l'obligation vaccinale à 11 maladies. Là, on passe en revue les 8 maladies supplémentaires. La coqueluche, je l'ai passé en revue moi aussi rapidement. La coqueluche, on peut estimer que les retards ou l'absence de vaccination engendrent une centaine d'hospitalisations par an.
La plupart des malades, cependant, sont des nourrissons trop jeunes pour être vaccinés. Donc, de toute façon, même avec l'obligation, ça ne changerait rien pour ça. L'hépatite B. La France est un pays de faible endémicité. Donc, il n'y a pas d'épidémie d'hépatite B. Le HIB. 39 cas sont relevés entre 2009 et 2015, sans mention d'un décès. La méningocoque, on a 298 cas d'infection recensés entre 2011 et 2016 sur 5 ans, dont 39 décès. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème avec le méningocoque qui produit quand même, qui aurait produit 39 décès. Le pneumocoque, on nous dit que d'ores et déjà la vaccination a fait disparaître la maladie chez l'enfant. Au rayon, grâce à la vaccination, la maladie a presque disparu chez l'enfant, sans obligation, mais ça a disparu. Il n'y a pas d'obligation de vaccination, mais il y a pas mal d'enfants qui sont vaccinés quand même. Rougeole, épidémie avec 23 000 cas déclarés entre 2008 et 2012, ayant entraîné 10 décès. C'est pareil, là on voit que de la même manière que pour le méningocoque, la question peut vraiment se poser avec sérieux. La rubéole, chaque année, plusieurs infections pendant la grossesse et parfois des malformations. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que au vu de ça, il n'y a pas de raison de traiter à égalité ces 8 maladies et les 8 vaccins qui y sont liés. On a des situations qui apparemment sont complètement différentes, ou du moins, on devrait pouvoir se poser cette question-là. De la même manière que l'association E3M a remis un tableau, donc c'est le deuxième élément probant que j'ai trouvé dans le dossier fourni par le rapporteur, c'est la couverture vaccinale, qui, donc pour un certain nombre de maladies, atteint déjà 96%, 95%, ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on est au-delà du seuil fixé par l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de santé, qui fixe à 95%, donc on est déjà au-delà. L'hépatite B, là on est à 88%, mais ça a augmenté rapidement, puisqu'on était à 34% en 2004, on est passé à 88%, et bien de même sur le ROR 2 doses, ça augmente relativement rapidement. Le pneumocoque, on est à 91%, donc voilà, il y a une couverture vaccinale qui a augmenté sans l'obligation. Donc, en tout cas, ce sont des éléments dont on pourrait discuter, et l'occasion n'a pas été donnée. Alors, au-delà de... Je ne cherche pas à incriminer le rapporteur ou la ministre spécifiquement sur ces questions-là, mais c'est dans quelle mesure l'Assemblée nationale peut être un réel lieu de controverse et où on avance. Moi, je sais pas comme si j'avais une position qui était tranchée là-dessus et définitive et tout ça. Si on me dit qu'il y a 39 décès sur le méningocoque, je crois, je suis prêt à avancer, à me dire, bah oui, c'est pas bête de dire, peut-être que là-dessus, il faut en passer par une obligation, ou alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, et ainsi de suite. Moi, je suis prêt, je suis malléable. Il y a des questions sur lesquelles je suis pas. Hein. La suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, vous me trouverez pas malléable du tout. Mais sur cette question-là, je peux avancer avec les gens. Eh ben, là, il n'y a pas la possibilité de ça. Et donc c'est ce qu'on peut regretter de manière générale, c'est comment on fait de l'Assemblée aussi un lieu de controverse, où on avance ensemble, où il y a des arguments qui sont débattus. Là, c'est pas vrai qu'il y a des arguments qui sont débattus. C'est des mondes parallèles, quoi. Chacun vient avec ses amendements, boum, boum, et puis il y a l'échange et le fait que les gens évoluent à l'intérieur de l'Assemblée, c'est hyper rare, quoi. Donc voilà un peu sur les vaccins. Donc ma surprise que ça a été traité aussi rapidement, juste à travers un article budgétaire, et qu'on n'ait pas eu les éléments pour en discuter rationnellement, parce que quand le rapporteur dit que c'est l'émotion contre la raison, je suis désolé, moi je me sens pas dans le camp de l'émotion, je me sens aussi dans le camp de la raison, mais justement je veux avoir des statistiques sur lesquelles m'appuyer, et pas qu'on en fasse un principe général que sur toutes les maladies il faut étendre l'obligation de manière aveugle, quoi. Voilà. Alors la suite de notre journée là, c'est qu'on devrait aller faire un foot. Demain je vais porter le maillot qu'Antoine avait à l'Olympique au Courtois, je pense, pour défendre la loi de Michel Zumkeller sur la taxation des gros transferts de foot. Pourquoi? Parce que je citais Johnny tout à l'heure sur l'envie d'avoir envie et allumer ma vie. Mais qui aujourd'hui donne envie aux gamins
qui contribuent à allumer leur vie? C'est Franck Erna qui était président du club de l'Olympo-Courtois. Ce sont des gens à Rive-Mont-sur-Ancre. Là, on a le t-shirt du RIF aussi. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah ben il est derrière, il est pendu là-haut. Un club d'Amiens Nord où c'est une petite équipe de jeunes gars, de trentenaires, quadragénaires qui se débrouillent pour même payer les licences pour les gamins. Parce que les gamins, sinon, ils ne pourraient pas, leur famille, payer les licences et ils seraient exclus du sport. Et qui se débrouillent pour trouver des bagnoles pour aller les conduire le samedi. Mais ça, je pense que c'est vrai dans plein de quartiers, plein de villages, plein de régions de France. Et au moins, il faut qu'on envoie des signes. Ce sont eux, c'est vous qui tenez la France. C'est vous qui faites que les gamins, ils font du sport le week-end. C'est comme ça que ça se passe, du sport ou de la fanfare ou tout ça. Bon, ben, il faut qu'il y ait des signes qui soient envoyés, comme quoi on encourage. Il ne s'agit pas de faire de tous les clubs des assistés et tout ça, c'est pas du tout le cas. Mais aujourd'hui, tiens, j'ai vu les stats là, où est-ce qu'ils sont? Je ne vais pas vous informer de chiffres pour aujourd'hui, mais là, c'est les dépenses en faveur du sport par le ministère des Sports. On est promotion du sport pour le plus grand nombre, 89 millions. Développement du sport de haut niveau, 209 millions. D'accord? Donc ça veut dire qu'on consacre presque 3 fois plus d'argent, le ministère, pour le sport d'élite que pour le sport qui concerne des centaines de milliers ou des millions de personnes à travers le pays, alors même que ce sport d'élite, déjà, en tout cas pour une partie, il bénéficie de la manne considérable du sponsoring, des droits télévisés et ainsi de suite. Donc, normalement, le rôle de l'État, c'est de participer à un rééquilibrage. Et mon objectif, moi, c'est que tous les gamins des quartiers et des villages, ils puissent, s'ils le souhaitent, faire du foot, du hand, de l'escrime, les sports qui leur tentent pour allumer l'envie. Donc je passe une bonne part de mon temps à écrire. Le lundi matin, j'aime pas qu'on me dérange pour écrire. Le vendredi matin, c'est pareil. Il faut que je sois peinard et qu'on me laisse écrire parce que c'est comme si toutes les rencontres, là, je vous ai parlé de Bruno Dufayet ou mes réflexions sur la manière dont les vaccins ont été amenés à l'Assemblée nationale. C'est comme si, tant que je les avais pas écrits, ça n'existait pas. Donc voilà, il faut que je garde. Alors j'ai reçu donc je ne sais pas si ça fait partie de mon travail de parlementaire ou pas d'écrire, mais je considère que oui, parce que ça m'aide à progresser dans mes propres idées et donc dans ce que je peux vous donner et donner aux gens ensuite. Et j'ai reçu une carte postale de Haïdé, donc Institut au Soleil Levant à Abbeville, qui m'envoie une citation d'Eugène Ionesco. Alors de Ionesco, à mon avis, il faut lire Le Roi se meurt et Le Solitaire, qui est le seul roman de Ionesco, mais qui est poignant. Bon, on écrit pour ne pas mourir entièrement, pour ne pas mourir tout de suite puisque tout dépérit. Et je crois que parmi toutes ces raisons, les deux raisons les plus fortes d'écrire sont bien celles-ci: faire partager aux autres l'étonnement, l'éblouissement d'exister, le miracle du monde, et faire entendre notre cri d'angoisse à Dieu et aux hommes, faire savoir que nous avons existé. Bon, voilà. Et donc, je suis bien conscient que, en matière d'écriture, à la fois, c'est ce qu'il y a de plus vain parce qu'il n'y a plus personne qui lit. Donc on écrit, il n'y a plus grand monde en face, c'est la vérité. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour moi parce que c'est comme si c'était le lieu de refuge de ma pensée et de là où se trouve mon intimité intellectuelle quelque part. Et je sais que mon refuge, quand tout ça sera terminé, quand la vie publique sera terminée, la bibliothèque sera l'un de mes refuges municipal d'Amiens où j'ai toujours passé de bons moments et la course à pied. Donc voilà, on passe de Johnny à Ionesco. Voilà. Et puis AD donc. Sur le fait que tu es la 3e chaîne politique du pays. Je suis la 3e chaîne politique du pays. Devant, non, derrière l'UPR et Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Bon. T'es devant En Marche. C'est vrai, il y a pas Macron, il est derrière moi alors. Il n'a pas de chaîne politique peut-être.